Bonjour à tous, on pense fort à tous ceux qui travaillent en ce lundi de pont et bonnes vacances aux autres. L'actuel ne s'arrête jamais, regardez ce qui s'est passé ces derniers jours dans le secteur. Non, il ne s'agit pas d'images d'archives, mosaïques cristal n'existant pas encore pendant l'Antiquité. Nous sommes bien évidemment à la nouvelle édition de la Vita Romana à Bliesbruck. Pendant tout le week-end, de nombreuses animations se sont succédées sur le parc archéologique. C'est le cas des stupéfiants spectacles équestres et combats de gladiateurs. On voit le guerrier qui est à ma gauche, qui a changé sa main et qui a changé la position de sa lance pour attaquer par-dessus. Un sport bien connu des amateurs d'histoire, reconstitué pour l'événement grâce au travail de Brice Lopez, directeur de l'ACTA, spécialiste des arts martiaux de l'Antiquité et qui vient depuis presque 25 ans. Pour la gladiature, les gestes sont simples, les gestes techniques sont simples, c'est pas la complexité de l'escrime ou l'escrime artistique moderne. Hein. On est dans un spectacle pur, vraiment c'est du spectacle dans l'Antiquité. Donc il faut que le public comprenne, il faut que le public voit. S'il ne voit pas ce qui se passe, c'est pas spectaculaire. Et donc du coup, les gestes sont très simples. Mais par contre, ils doivent compenser par un côté un petit peu physique, entre guillemets, c'est-à-dire une intensité globale du combat. On peut se blesser. Ici même, moi j'ai déjà testé l'hôpital de Sarreguemines et sur une démonstration de pancrace, je me suis fracturé la main. La Vita Romana, c'est aussi des reconstitutions de campements gaulois et romains qu'il est possible de visiter librement, tout en s'informant auprès des membres des différentes associations, bien dans leurs personnages. On a un camp immersif en fait, hein, donc les visiteurs peuvent très bien venir dans nos contuberniums, donc dans nos tentes. Comme dans les tentes des officiers, comme dans le camp civil, se promener et voir un peu la vie du légionnaire de tous les jours. Sur un week-end, on va s'entraîner, on va manger, on va faire des corvées, on va vraiment vivre un week-end typique de légionnaire. Le public était au rendez-vous malgré la grisaille et la pluie, et une chose est sûre, on a déjà hâte de replonger dans le temps l'année prochaine. C'est sous la pluie que la nouvelle édition du Festival de la Frite a débuté samedi en début de soirée. Cet événement très attendu à Bettwiller avait réuni l'an dernier plus de 10 000 visiteurs sur les 3 jours que dure l'événement. Cette année figure au menu des hamburgers, des moules, des currywurst ou encore des fish and chips, le tout servi bien évidemment avec des frites. Nouveauté pour ces dernières par rapport aux précédentes années, elles ne sont plus surgelées mais fraîches. On a réussi à trouver une entreprise, un fournisseur qui nous fait des frites fraîches alors que d'habitude on les faisait plutôt surgelées. Et qui rendra à mon avis une qualité supérieure et un goût bien plus agréable. C'est-à-dire que si vous avez des frites surgelées, elles sont à moins 20 degrés, vous les mettez dans l'huile, forcément le temps qu'elles cuisent, ça met plus de temps qu'une frite fraîche qui est sortie du frigo entre 4 et 5 degrés et qui, ma foi, a déjà gagné 15 degrés. Le stock de frites est conséquent, 1 tonne d'œufs qui risque de partir vite, mais pas de risque de pénurie. Le fournisseur est prêt à réachalander la précieuse marchandise en cas de besoin. Et suite aux quelques soucis techniques subis l'an dernier, l'organisation a pris d'autres précautions. Comme on a eu besoin d'une alimentation électrique un peu plus conséquente que sur l'ancien site, on a un tarif PMI et PME qui nous permet de soutirer un petit peu plus de courant. Et on prend aussi sur l'école qui est juste à côté, qui permet d'alimenter la partie musicale et toute la grande tente qui se situe derrière nous, tout le grand chapiteau derrière nous. Malgré un temps pluvieux, les premiers festivaliers avaient la frite. On ne raterait pas une telle occasion de se remplir la panse tout en profitant de nombreuses animations. Le Festival de la Frite, c'est aussi ce lundi de 18h à 22h30. Un DJ animera la soirée avant la clôture de l'événement par un feu d'artifice. Images saisissantes à Sarreguemines où sur la Sarre se sont déroulées des joutes nautiques. Un sport spectaculaire que l'on associe davantage à la ville de Sète qu'à la cité faïencière. Ce sont les solides gaillards de Schiltigheim-Bischheim, inscrits au championnat de France de joute, qui ont offert dimanche au public sarregueminois cette démonstration de précision et de force, programmée dans le cadre des festivités organisées pour le 30e anniversaire de l'association Lorraine. Les joutes, c'est une compétition et une association qui, durant 30 ans, essaie d'atteindre des objectifs. C'est pareil, c'est un petit clin d'œil à des sportifs de haut niveau. Ces joutes constituaient le point d'orgue de cette
l'anniversaire, au cours duquel ont également été proposées 2 soirées musicales ou encore des balades en bateau. Des festivités à l'image du Club Nautique Lorraine qui veut transmettre son attrait pour la douceur de vivre au bord de l'eau, et cela fait 30 ans que ça dure. L'ambition, c'était de partager notre passion. Et puis c'est vrai, pour ceux qui se souviennent, le temps passe vite, mais on a, avec la municipalité, VNF et l'Office de tourisme, mis des aménagements de qualité. Donc pavillon bleu d'Europe, on accueille les plaisanciers dans des équipements qui sont vraiment top, labellisés pour le handicap, voilà, donc c'est une passion qu'on souhaite partager, et puis également faire la promotion de notre canal, la promotion de notre rivière, et puis bien sûr la promotion de notre association Lorraine. L'activité du Club Nautique Lorraine va bien évidemment continuer. Des projets sont évoqués au niveau de l'ancienne friche des faïenceries qui pourrait accueillir une extension du port de plaisance. Des bateaux électriques sans permis pourraient également être proposés à la location et un restaurant flottant être installé au niveau de l'esplanade du casino. Alors c'est vrai qu'il y en a principalement sur les parkings, là où il y a beaucoup de personnes, mais aussi dans les bâtiments où les enfants font leur activité sportive. On a une fois avec une amie ramassé autour d'un bâtiment une bouteille de 8 litres de mégots, parce que c'est là où les parents ils attendent pour le temps que leurs enfants fassent leur activité, et du coup la plupart des personnes jettent leurs mégots là. Que ce soit à Saint-Avold, à Sarreguemines ou même à Metz, Julie, 15 ans, s'est donné une challenge pour l'été. Ramasser le plus de mégots possible pour aider la planète. Ça fait 4 ans qu'elle s'engage pour l'environnement, et parmi plusieurs actions écologiques auxquelles elle a déjà participé, elle s'est décidée de ramasser des mégots pour plusieurs raisons. D'un côté, c'est une activité simple qui ne demande aucune préparation autre que de ramener des gants et une bouteille vide. De l'autre, les mégots représentent un vrai risque environnemental. C'est vrai, il y a plein de déchets, mais les mégots ça pollue énormément, ça pollue l'eau, ça peut mettre aussi le feu pendant l'été si on est en période de sécheresse, que tout est sec. Et c'est pour ça que je trouve que c'est multifonctionnel de ramasser les mégots, et c'est pour ça que je me suis dit c'est le challenge de l'été à faire, ramasser les mégots entre amis, et c'est cool quoi, c'est une petite activité comme une autre. Je peux pas dire le nombre exact parce qu'on peut pas savoir combien on met de mégots exactement dans une bouteille, mais je pense que je suis à peu près à 20 000 mégots ramassés depuis le début de l'été. Actuellement, Julie garde tous ses mégots chez elle, mais son but c'est de les donner à des entreprises ou des associations qui se servent de mégots comme matériel pour des isolations ou des rembourrages. Avec son action, Julie souhaite encourager les gens à ramasser comme elle des mégots, ou au moins à ne pas les jeter sur terre. Mon objectif premier, c'est d'encourager d'autres personnes à le faire, mais aussi d'expliquer pourquoi c'est pas bien de fumer. On pollue énormément en jetant ces mégots par terre. Il existe plein de solutions. On peut les mettre dans des cendriers de poche, ou même des villes, ils mettent en place des cendriers en ville, et du coup à la place de les jeter par terre, il y a des solutions qui existent. Et pour moi, il est important de rappeler justement que jeter un mégot par terre, c'est pas normal. On me regarde souvent, c'est vrai. Quelques personnes ont des fois le courage de venir me voir, et ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien discuter avec eux, parce que du coup ça permet d'expliquer pourquoi je fais ça et mes convictions pour lesquelles j'ai commencé ce challenge. Et c'est vrai que les gens sont toujours sympathiques. D'autres croient moins peut-être à notre action en disant que ça n'a pas tellement d'intérêt, qu'il y aura toujours des mégots en plus. Mais moi je suis pas d'accord, parce que même s'il y aura toujours des mégots en plus, et tout ça c'est déjà ramassé. Et j'espère aussi faire réfléchir les gens qui me voient, même s'ils viennent pas me parler, ils vont peut-être se dire elle ramasse les mégots, pourquoi elle fait ça, et peut-être qu'ils se poseront des questions, et peut-être que ça reviendra dans certaines de leurs conversations. En conversation directe, à l'aide de la presse ou encore sur les réseaux sociaux, Julie fait son mieux pour toucher le plus grand public possible pour motiver d'autres personnes à s'engager pour l'environnement. Elle est active sur Instagram sous le nom Sauvons la Terre JL. C'est déjà pas mal, hein. 15 août sous la pluie ou avec un grand soleil? Réponse avec la carte de Météo France. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour à tous. Demain, sous un ciel parfois encombré, des averses se déclencheront ici et là le matin. Puis le temps deviendra encore plus instable, donnant des orages l'après-midi et le soir. Température maximale de 25 à 27 degrés. Demain 15 août, c'est la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Le soleil se lèvera à 6h27 et se couchera à 20h52. Très bonne journée à tous.
Maintenant, fais semblant de manger une branche. Mais personne va croire que je suis un panda d'Asie. Et ça, c'est du sapin, pas du bambou. J'ai déjà accepté de faire la grenouille, alors maintenant, c'est à toi de faire un effort. Allez. Et grogne. Plus fort. Tourne-toi. Voilà. Et remue les fesses bien. On peut plus, il fait 50 degrés là-dedans. Bon, ça marche pas. Allez, viens, on y retourne. Et pourquoi tu veux que je fasse ça? Parce que je veux pas avoir l'air ridicule devant mes collègues. Quand j'ai vu l'article qui disait que 2 pandas avaient été réintroduits aux eaux de Bouznak juste à côté, je leur en ai parlé. Mais ils sont morts il y a longtemps, ces pandas. Morts? Ouais, sur le paradis des pandas. L'endroit où je vais finir si ta mère m'oblige à porter ce costume trop longtemps. Oui, mais l'article le disait pas. Alors ils se sont moqués de moi. Moi, j'ai certifié qu'ils étaient bien vivants et que j'allais me prendre en photo avec. Hein? Ouais, j'espère que t'as pas parié. 1 mois de vaisselle au bureau. J'imagine que t'avais pas vérifié la date de cet article sur Internet avant de faire ce pari. L'article date d'il y a 10 ans. Non, mais il est hors de question que je perde ce pari. Alors tu remets le costume ou tu vas vraiment manger du bambou au prochain repas. Allez hop! Quand vous voulez fonder une argumentation à partir de documents ou d'articles trouvés sur Internet, pensez à bien vérifier vos sources, mais aussi leur date de parution. On peut rapidement partager une news pas si fraîche que cela si on ne se méfie pas. Bah t'as eu raison de le garder un peu plus longtemps. Je t'aime bien, mon petit panda poilu. Je l'ai prêté à l'animateur du camping. Histoire d'Histoire revient cette semaine pour évoquer une particularité de notre territoire, sa vocation militaire. Bitche, comme Sarreguemines, mais aussi Sarralbe ou même de petits villages ont accueilli des régiments militaires, soit français, soit allemands, selon les époques. Découvrez en images cette terre de garnison. Territoire frontalier pour la France et position stratégique pour les Allemands, notre arrondissement est de tradition une terre de garnison. On le sait pour Bitche, qui depuis la construction de la citadelle est une ville marquée par la présence militaire. On le sait moins pour Sarreguemines, dont l'urbanisation s'est faite en fonction de l'implantation de ses casernes. Et puis, le long de la ligne Maginot aussi, on a vu s'ériger des casernes jusqu'au cœur des villages. Alors nous sommes aujourd'hui dans la cour de l'intendance du lycée technique. Et cette cour a toute une histoire. C'est un point exceptionnel de l'ancien casernement des chevaux légers à Sarreguemines. Alors vous voyez ici derrière nous un bâtiment qui est le bâtiment de commandement de ce casernement. Ce casernement est venu remplacer l'ancien casernement du centre-ville qui était à l'emplacement de l'actuel tribunal et qui était devenu tellement vétuste, humide et insalubre. Et l'armée bavaroise, qui était en l'occurrence l'armée allemande, qui est venue occuper notre ville, elle trouvait que ce bâtiment ne convenait plus à son standing de l'époque. Donc un tout nouveau casernement s'est construit aujourd'hui entre la rue Foch et la rue des Tirailleurs. C'est devenu le lycée technique. C'était une partie de l'histoire. Il y avait ici jusqu'à 650 militaires, plus de 300 chevaux. Ceci jusqu'en 1904, où on commençait à sentir, je dirais, un réarmement avant la guerre de 14-18. Et alors il y a eu un agrandissement à l'autre côté avec des nouvelles écuries. On était encore à l'époque du cheval. Ce n'était pas encore la motorisation qu'on a connue pendant cette Première Guerre mondiale. Les autorités allemandes, après la guerre de 70, ont ressenti le besoin de renforcer la défense militaire de l'ouest du Reich. Et ils se sont donc dit qu'en dehors des régiments déjà implantés, il fallait en rajouter, et notamment un gros régiment d'infanterie.
3 villes étaient en concurrence pour accueillir cette caserne. Il y avait Metz, Sarrebourg et Sarreguemines. La ville qui a remporté la mise, c'est Sarreguemines parce qu'ils ont proposé des conditions financières intéressantes aux autorités allemandes. Ils leur ont proposé de construire le bâtiment, d'imputer au Reich un loyer qui permettrait juste de rembourser l'amortissement du prêt. C'est-à-dire que la ville de Sarreguemines a fait la trésorerie de l'État. Les autorités allemandes ont été d'accord avec cela, ce qui fait que ce bâtiment a été construit à la fin du 19e siècle. Dès 1897, 2 bataillons d'infanterie sont arrivés à Sarreguemines, qui serait le noyau de ce futur régiment. Et dans le même temps, donc, M. Göring, qui était architecte dans les choses militaires pour le Reich allemand, a supervisé la construction de ces bâtiments dans un très beau style que l'on rencontre également à Karlsruhe. Et c'est en 1899 que le bâtiment est achevé et que les soldats peuvent y être accueillis. Tout cela a commencé au XIIe siècle déjà, à l'époque où le duc de Lorraine fait installer ici une petite fortification, avec forcément une petite garnison. Ensuite, au cours des XVe et XVIe siècles, le comte de Deux-Ponts, qui devient seigneur de Bitche, installe aussi une garnison plus ou moins importante. Cette garnison est remplacée par la garnison française à partir de 1680 à peu près. La fortification commence à prendre la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est Vauban qui en dessine les plans, et Vauban fait installer sur toutes les fortifications aussi de quoi loger une garnison importante. Et c'est à l'époque que sont édifiées les premières casernes, à proprement parler, sur la fortification de Bitche, qu'on appelle encore fort de Bitche. Il y a aussi des casernes en ville à partir du début du XVIIIe siècle, 1741. L'état-major fait acquisition de bâtiments privés, notamment là où se trouvent aujourd'hui les finances publiques. À Bitche, c'était la caserne Y dans un premier temps. On fait aussi l'acquisition d'une caserne qu'on appelle le grenier à grains, ou le grenier des fermes, qui s'appelle la caserne X. C'est les Allemands, entre 1870 et 1918, qui font ériger les casernes modernes à Bitche. En l'occurrence, la caserne Freiherr von Falkenstein, aujourd'hui quartier Tessier, et la caserne Heinz, qui est aujourd'hui le siège de la communauté de communes. À la même époque est construit et est aménagé le camp militaire de Bitche pour les manœuvres. Et il abritait déjà une caserne à l'emplacement de l'agglomération aujourd'hui dite de Bitche-Camp. À la suite de la Première Guerre mondiale, les Français reprennent possession de l'ensemble de ces structures avec une extension qui est donc construite dans les années 1920 et 30 qu'on a appelée caserne Jouard, qui aujourd'hui a disparu en partie. Le dernier régiment à avoir occupé la caserne Tessier, ancienne caserne Freiherr von Falkenstein, était le 4e régiment de cuirassiers. Alors ce régiment a été installé ici en 1968 et il a été dissous en 1997, même année où la caserne a été abandonnée. C'est la commune de Bitche qui en fait acquisition dans les années 2000. Je suis arrivé en 1968 à Bitche. J'en suis reparti en 1997 à la fermeture. Bien entendu, en ayant eu 3 mutations entre-temps, mais j'ai quand même fait un séjour de 22 ans en totalité au 4e cuir. J'ai été muté au 4e régiment de cuirassiers en 84 et j'étais ce qu'on appelle officier d'ordinaire. C'est-à-dire je m'occupais de nourrir les militaires du rang du régiment. J'ai commencé tout à fait en bas de l'échelle en tant que jeune sous-officier sortant d'école militaire à l'atelier régimentaire en tant que mécanicien. Ensuite, j'ai été sous-officier d'échelon. J'ai été officier d'échelon, adjudant d'unité, comptable auto, chef de secrétariat. En 87, je me suis occupé de la partie chancellerie et faire fonctionner le secrétariat du colonel. Au quotidien, la grosse majorité du temps, c'était le travail à l'atelier ou les interventions sur les véhicules, principalement lorsqu'on était à manœuvre. Une chose qui m'a marqué, c'était la première femme militaire qui est arrivée au 4e cuir. C'était tout nouveau pour nous, tout nouveau pour elle bien sûr. Pour elle c'était assez compliqué de se retrouver toute seule au milieu de 700 soldats. Il y avait des femmes dans les régiments de transmission, dans l'armée de l'air, bien sûr dans le service de santé, mais dans les régiments de combat il n'y en avait pas encore. Et c'était la première qui est arrivée. Après nous en avons eu plusieurs, donc c'était beaucoup plus facile pour elle. Mais il fallait qu'elle fasse ses preuves 2 fois plus. Il fallait qu'elle montre qu'elle était capable de faire comme les hommes,
voilà, en tout temps, donc en manœuvre, partout, elle venait partout, elle faisait comme nous, elle faisait comme les hommes. Une fois, je suis resté 3 heures dans un trou d'eau en plein hiver, parce qu'un char était planté dans un trou qu'il n'avait pas vu, puisqu'il y avait de la neige et de la glace. Et comme il était jusqu'à la tourelle, il ne pouvait plus sortir. Et le temps que le dépannage vienne, il a fallu enlever la terre pour pouvoir accrocher l'engin. Donc je suis resté 3 heures dans l'eau, mais le moteur tournant, l'eau s'était réchauffée, donc j'étais très bien dans l'eau. J'ai pas voulu ressortir jusqu'à la fin. C'était un régiment d'appelés. Il y avait très peu d'engagés, très peu. Ils n'étaient pas volontaires, on le sait bien. Ils criaient la quille, c'est normal. Mais quand on avait besoin d'eux, j'étais là. Je pense qu'on a perdu gros en supprimant l'armée de conscrits. Il y avait une symbiose entre la nation et nous, parce que tous les 2 mois, on voyait arriver des nouvelles personnes. Ça permettait à beaucoup de gens, à beaucoup de jeunes, de s'intégrer à la société et de découvrir ce que c'est que de vivre en communauté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui où chacun reste de son côté et ne pense qu'à lui. On se retrouve tous les anciens du 4e cure régulièrement, 2 fois par an, et beaucoup sont restés dans la région, beaucoup. Il reste quand même pas mal d'anciens militaires qui permettent de se retrouver de temps en temps et de reparler des bonnes périodes, des bêtises qu'on a fait à droite et à gauche. Les troupes de forteresse, ce sont des troupes qui ont été créées spécialement pour défendre la ligne Maginot. Donc pour que les soldats puissent intervenir rapidement en cas d'alerte, il fallait qu'elles logent au plus près des positions qu'elles auront à défendre. Donc pour loger les différents personnels, que ce soit la troupe, les sous-officiers et les officiers, aux abords de ces ouvrages ont été construits des cités et des logements pour toutes ces catégories. Donc dans la région, on avait bien des casernes qui existaient à Saint-Avold, Forbach et Sarreguemines, mais ces casernes sont situées en avant de la ligne Maginot, donc ne seront pas utilisables pour loger les soldats des troupes de forteresse. C'est pour ça que dans notre région, on va construire des casernements à partir de 1935 à Sarralbe, Saint-Jean-Rohrbach et à Puttelange-les-Farchulaires également. Donc pour les soldats, il y avait ici à Rohrbach, sur la route de Binat, à Binat en rentrant à gauche, vous avez les casernements de sécurité qui abritaient donc la troupe. Il y avait une cité que vous voyez derrière moi, qui était la cité dans laquelle étaient logés les sous-officiers. Et dans le village de Rohrbach, il y a une cité pour loger les officiers. Donc à Arène, on a au Val d'Arène le même contexte, des cités officiers, cités sous-officiers et les casernements qui sont maintenant complètement disparus. Le Légeret pour le Cimserov, dans Bitche, vous avez le camp de Bitche et les cités Jouarre et Tessier. Et ce scénario se répète dans tous les lieux où il y a besoin d'hommes pour alimenter les ouvrages. Donc une caserne en temps de paix, c'est l'effectif d'un bataillon, c'est à peu près 1 millier d'hommes. Donc 1 millier d'hommes, plus les officiers, sous-officiers et leurs familles. Et donc quand on prend les soldats qui faisaient leur service militaire dans ces régiments, ils venaient majoritairement donc, de régions fortement peuplées, et en l'occurrence de Paris et de la région parisienne. Donc si on prend par exemple le Saint-Jean-Rohrbach, en 1938, quand l'armée va venir occuper les casernements, le village fait 652 habitants. Donc on a 652 habitants d'un côté, 1 millier de soldats de l'autre. Alors mettez-vous un instant dans la peau d'un petit titi parisien qui va venir à Saint-Jean-Rohrbach faire 2 années de service militaire. Donc Saint-Jean-Rohrbach, un village comme tous les villages de notre région où on parle le plate et l'allemand, où devant les maisons, on a des grands tas de fumier, et où la gare la plus proche se situait à Farchulaires, donc 10 km à faire à pied, pour aller en permission. Donc c'est sûr que pour ces soldats-là, c'était vraiment un dépaysement que de se retrouver pendant 2 années dans les campagnes françaises. Mais pour les familles des militaires, ce n'était pas une vie marrante non plus, puisque ces casernes avaient été construites à l'extérieur des grandes villes, donc aucun lieu de loisirs pour ces familles-là. Donc elles vont vivre en vase clos et donc seront en permanence donc, baignées dans cette ambiance militaire.
Et donc les militaires de carrière, donc officiers, sous-officiers, volontaires ou volontaires désignés d'office, en fait, avaient quand même des compensations financières quand ils venaient passer 3 ou 4 années dans ces garnisons dites défavorisées. Et en plus, ils avaient, à l'issue de leur séjour ici, la possibilité de choisir plus facilement leur affectation d'après. Dans les années 70 a été créé un nouveau quartier militaire, la caserne qu'on appelait quartier Pagésie. Il a été créé pour abriter le 57e régiment d'artillerie, arrivé à Bitche en 1976-1977. Ce quartier a ensuite été rebaptisé Drian lorsque le 57e régiment a été dissous en 2008 pour être remplacé par le 16e bataillon de chasseurs en 2009, installé comme unique régiment restant à Bitche aujourd'hui. Le quartier Pagésie a été ouvert en 1976 au 57e régiment d'artillerie. C'est à ce moment qu'il a pris le nom de quartier Pagésie, du nom du colonel Pagésie, père de l'artillerie antiaérienne à l'issue de la guerre 14-18. Le 57e ERA, au départ, était le 57e régiment d'artillerie de campagne. Il était créé en 1911 à Toulouse. Il s'est illustré à Vitry en 1914, en 1917 les Monts et en 1918 l'Ailette. Ça, il a reçu la fourragère verte et rouge de l'armée. Ce régiment donc a été recréé en 1970 à Colmar jusqu'en 1976, arrivé à Bitche en 1976 pour montrer aux citoyens de la ville de Bitche qu'un régiment existait et qu'il était en parfaite osmose avec la ville. La citadelle de Bitche était envahie par des arbres et des buissons. Les artilleurs ont nettoyé la citadelle. Donc le régiment était stationné à Bitche de 1976 à 1979. Et là, il avait comme matériel le canon de 40 et le bitube de 30 qui ont été remplacés par le Roland. Et le Roland était chargé de la mission antiaérienne. Je suis le président de l'Amicale des Anciens du 57 qui a été créé au 57e ERA 1988. Par le colonel Corberan. L'amicale du 57e ERA a été créée pour perpétuer la mémoire du régiment. Elle compte à ce jour 101 amicalistes. On rappelle notre devise, touche-y si tu l'oses. Et la compagnie Polmar a osé pour l'ensemble. Togo Sissé à disposition des chefs de section. À l'initiative de l'administration militaire allemande, dans une zone très boisée, très dépeuplée, donc sur des terrains privés, notamment de l'Office aussi des forêts. Ce camp a été créé pour l'entraînement des régiments installés à Bitche, mais aussi d'autres régiments qui pouvaient venir s'y entraîner. Il fait 35 km² à peu près. Il avait été étendu durant la Seconde Guerre mondiale, mais revenu à ses dimensions d'origine juste après. Il a aussi été inauguré donc, le 14 mai 1903 par l'empereur Guillaume II lui-même, qui est venu aussi à l'occasion planter le fameux tilleul de l'empereur. Le Kaiser, lorsqu'il se déplaçait, il faisait planter, de façon symbolique, un tilleul pour marquer son passage. Et évidemment, le tilleul de l'empereur, la Kaiserlinde de Bitche, a été décapité en 1918. Aujourd'hui, ce qu'il reste des casernes inoccupées a été transformé. À Sarreguemines, ce sont les écoles qui ont pris le relais. Ailleurs, les bâtiments ont été transformés en habitations. À Hurmingen, c'est la prison qui a pris ces quartiers. Bitche reste le dernier bastion militaire du secteur, après avoir beaucoup bataillé pour garder son statut de ville de garnison. Et tous ceux qui ont fait leur service militaire connaissent Bitche et son camp, où ils sont passés quelques jours ou plusieurs semaines en manœuvre, comme un certain Johnny Hallyday, qui a reçu ses galons de caporal en 1964.